Un missile soviétique traverse la Norvège, se perd en Finlande, on le recherche toujours. Vietnam, Hanoï gracie 2 condamnés à mort dont un Français mais reste muet sur le sort des 3 autres. Les malades au volant. Ils sont responsables de trop d'accidents, déclare un spécialiste des maladies nerveuses. Notre invité, Jean-Pierre Mariel, vedette de Partenaires, un film de Claude Dana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un missile soviétique qui, pour la première fois, survole un pays membre de l'OTAN, la Norvège. Le même missile qui s'écrase sur le sol de Finlande et devient introuvable. Des informations qui ont suscité aujourd'hui, vous vous en doutez, pas mal de spéculations dans le monde diplomatique. Et ce soir, on connaît un peu mieux les faits. Daniel Durandet. L'incident s'est donc produit tout à fait au nord de l'Europe. Après une large incursion en territoire norvégien, le missile a soudainement rebroussé chemin vers l'Union soviétique avant de s'autodétruire dans les régions désertiques du nord de la Finlande. L'engin, semblable à ce missile de croisière américain, avait été très clairement repéré par les radars de la défense antiaérienne norvégienne, qui l'ont suivi alors qu'il survolait la vallée de Pasvik, une étroite bande de territoire norvégien coincée entre l'URSS et la Finlande. Selon les informations à notre possession, le missile d'essai, qui ne transportait pas, selon toute vraisemblance, d'ogive nucléaire, aurait été lancé par un sous-marin soviétique croisant en mer de Barents. Une région très sensible stratégiquement, puisque les soviétiques y entretiennent la plus grande base navale du monde avec des sous-marins à propulsion nucléaire et des sous-marins classiques de missiles intercontinentaux. Sur les lieux présumés de l'impact du missile dans la région de Finnmark, les recherches des gardes frontières finlandais se sont poursuivies toute la journée à l'aide d'hélicoptères, d'avions de reconnaissance et même de scooters des neiges qui ont littéralement quadrillé le lac gelé sans succès jusqu'à présent. En Norvège, en Finlande, comme dans les milieux des experts militaires de l'OTAN à Bruxelles, si l'on qualifie cet incident d'important, on admet généralement qu'il serait dû à une défaillance technique du missile. En effet, les missiles de croisière mettent en œuvre une technologie de radioguidage très sophistiquée, technique qui ne serait encore qu'au stade expérimental chez les militaires soviétiques. Il s'agirait d'un SS-N3, un missile relativement ancien d'une portée de 200 à 400 km. On note également enfin, dans ces mêmes milieux, qu'on ne voit vraiment pas ce que l'URSS aurait à gagner à déclencher volontairement un tel incident à quelques jours de la rencontre entre les deux grands sur le contrôle des armements. Au Vietnam, 2 des 5 condamnés à mort d'Ho Chi Minh Ville ont vu leur peine réduite à la détention à perpétuité. En revanche, Hanoï reste muet sur le sort des 3 autres condamnés. Cette demi-mesure prise par le gouvernement vietnamien est dénoncée ce soir par le comité de soutien des condamnés. Memona Interman. Gracié, M. Mai Van Han, 56 ans, de nationalité française et vietnamienne, ancien pilote à Royal Air Maroc. Gracié, M. Hin Vinh San, 63 ans. Les 3 autres condamnés seront en principe exécutés, dont M. Tran Van Ba, qui aurait pu être français, mais il avait négligé de faire les démarches administratives autrefois. Le gouvernement français avait demandé la clémence pour les 5. Depuis hier, la nouvelle avait été annoncée discrètement par un membre du Congrès américain. À Cannes, la famille de M. Mai Van est soulagée. On continue pour des nouvelles, pour un visa. Vous espériez cette semi-grâce, disons? Eh bien écoutez, là, je suis sans réaction parce que ça fait 2 heures qu'on est au courant de cette nouvelle chose et depuis 24 heures on était sans nouvelles, donc on est plus que surprise. C'est une justice très marxiste, dialectique et perverse. D'un côté, on a commué la peine du seul condamné nettement français, donc on apaise l'opinion française, et par ailleurs, mais ce deuxième volet est aussi important, on a gracié ou commué la peine d'un Vietnamien pour que l'opinion au Vietnam du Sud ne croit pas qu'il suffise d'être français. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le gouvernement vietnamien veut ménager ses relations avec l'Occident tout en étant intransigeant? Bien sûr, ça veut dire que les gérontocrates de Hanoï ont été obligés malgré tout de céder aux pressions françaises. La France, avec la Suède, est probablement la seule porte du Vietnam en Occident. Mais par ailleurs, aux populations du Vietnam du Sud, surtout, Hanoï signifie que la terreur va continuer à régner. Pour protester, je cite, contre cette justice arithmétique, le comité de soutien fera une veillée demain soir devant l'ambassade du Vietnam à Paris. Cette affaire a un précédent. En 1968, un pilote américain condamné à mort à Hanoï avait été gracié sous la pression de l'opinion internationale.
En France, c'est le 16 janvier sur Antenne 2 que le président de la République fera sa seconde intervention télévisée à mi-septennat. Il sera interrogé essentiellement sur les affaires françaises. Aujourd'hui, à l'occasion de ses vœux au corps constitué, François Mitterrand a souligné qu'il voulait une administration moderne. La modernisation de l'État, a-t-il déclaré, doit aller de pair avec la décentralisation. Ensuite, le président de la République a évoqué le problème de la Nouvelle-Calédonie. Et à l'autre bout, là-bas, aux antipodes, la France a ses propres préoccupations, vous le savez. Nous voyons naître de nouvelles sociétés civiles, elles-mêmes fondées sur des civilisations ancestrales, auxquelles nous attachons d'autant plus d'importance que la France a eu la chance, et l'a toujours, et continuera de l'avoir, d'être par bien des aspects présente. Lundi prochain, Edgar Pisani proposerait que la Nouvelle-Calédonie devienne un État associé à la France. Il proposerait aussi que Nouméa devienne un port franc. Le nouvel observateur qui paraîtra demain affirme révéler ainsi les grandes lignes du projet du délégué du gouvernement. À Matignon, on souligne ce soir que rien n'est définitivement arrêté. Au Conseil des ministres, cet après-midi, adoption d'un projet de loi très important pour l'avenir de la forêt française. Son but, mieux exploiter cette richesse de notre pays qui jusqu'à présent était, il faut bien le dire, un peu délaissée. Pierre Babet. Beaucoup plus qu'un long discours, ce registre cadastral illustre à la perfection le premier de tous les maux de la forêt française, son morcellement, son éparpillement, son atomisation entre les mains de 3 millions de propriétaires qui possèdent chacun des parcelles si petites que 9 d'entre elles sur 10 ont moins de 10 hectares. À quoi bon dès lors posséder comme la France le premier massif forestier européen si ces 14 millions d'hectares de bois ne sont pas capables de susciter une exploitation économiquement rentable? Comble du paradoxe, nous importons du bois en quantité. Cela nous coûte même chaque année 12 milliards de francs de déficit commercial. Ce que veut promouvoir ce projet de loi, c'est la mise en valeur de ce gisement sous-exploité. Tout d'abord, en regroupant les millions de parcelles, premier point. Ce qui permettra, deuxième point du projet, de moderniser les conditions d'exploitation des massifs. Mais il faudra en même temps protéger et aménager la forêt, c'est le troisième point. Et puis enterrer la hache de guerre entre agriculteurs et sylviculteurs en ménageant les intérêts respectifs, quatrième et dernier point. Ce projet de loi sera soumis tout prochainement au Parlement. Deux bombes 1986, c'est le titre de notre confrère L'Autojournal qui publie aujourd'hui les photos des deux futures voitures françaises. Alors voilà la Renault 19 qui devrait remplacer la Renault 18 et puis voici la Peugeot 206 qui elle succédera à la Talbot Horizon. Ces deux voitures pourraient voir le jour dans un an environ. Tout le monde le sait, les principales causes d'accidents sur la route sont le mauvais état des voitures et l'alcool. Ce qu'on sait moins, c'est que bon nombre d'accidents sont dus aussi à la mauvaise santé des conducteurs. Est-il normal de conduire pendant des dizaines d'années sans être obligé de passer des visites médicales? C'est la question que pose aujourd'hui le mensuel Automoto. Émilie Rafoul, Dominique Champeau. 12 000 morts et 300 000 blessés sur la route en 1983. Au hit parade des fauteurs d'accidents, les premières places appartiennent d'abord aux voitures en mauvais état, déficience des freins, de la direction ou des pneus. En seconde position arrive bien sûr l'alcool. Mais il faut savoir qu'en 1983, près de 2% des accidents mortels étaient dus à des malaises physiques au volant. Des malaises qui vont des plus graves et malheureusement imprévisibles, comme les crises cardiaques, à ce qu'il faut bien appeler des négligences de la part du conducteur. Des médicaments qui entraînent un risque de somnolence, des problèmes de réflexe et même un état d'émotivité ou d'agressivité peuvent provoquer un accident. Mais le plus grave peut-être, parce que personne n'y échappe, c'est l'âge. Il y a un gros problème, c'est que quand vous passez votre permis de conduire, vous pouvez avoir 18 ans, vous êtes en parfaite santé, il n'est pas dit qu'à 65 ans, une maladie intercurrente ne surviendra pas, et que vous serez encore capable de conduire aussi bien qu'à 20 ans. Et beaucoup de personnes, arrivant à une certaine période de leur vie, ne sont plus capables de conduire correctement, ils sont en danger. Ils ne le savent pas toujours, le savent parfois, mais les médecins là sont très gênés dans leur tâche, car ils ne peuvent qu'aviser les personnes malades, ils n'ont aucun moyen de pression sur elles, parce qu'ils sont tenus par le secret médical, bien évidemment. Alors ce que vous préconisez, en fait, ce serait un arrêt de conduite comme il existe des arrêts de travail. Ça pourrait s'envisager. On pourrait aussi envisager, d'une manière plus systématique,
un contrôle de l'état de santé des conducteurs lorsqu'ils ont eu un accident, surtout dans des circonstances un peu suspectes, ou encore à partir d'un certain âge. Alors, dépressifs, épileptiques et agressifs de tout poil, attention. L'éventuelle apparition d'un certificat médical dans le monde tabou de l'automobile ne fera sûrement pas plaisir à tout le monde, à l'exception peut-être des compagnies d'assurance qui ne laisseront pas échapper l'occasion de faire des économies. Le pouvoir d'achat des retraités est en baisse régulière depuis 4 ans. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le magazine Notre Temps, le magazine des retraités qui sort demain. Selon cette enquête, seuls les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui bénéficient du minimum vieillesse, ont vu leur sort s'améliorer. Claude Guénaud. Pouvoir d'achat des retraités en baisse? Oui, affirme Notre Temps. Le magazine précise même que depuis 2 ans, aucune catégorie de retraités n'est épargnée par cette érosion. Les plus touchés, ce sont les cadres. Depuis 1980, ils ont perdu un peu plus de 4% de leur pouvoir d'achat. Les employés et les ouvriers retraités ne sont pas non plus épargnés. Leurs revenus ont baissé de 2,5 à 3% en 4 ans. À cela, 2 raisons majeures. La revalorisation des retraites qui n'a pas été suffisante pour compenser la hausse du coût de la vie. Et l'instauration par le gouvernement Barre d'une cotisation maladie pour les retraités imposables. En revanche, tout à fait au bas de l'échelle des revenus, le phénomène est inversé. Même s'il connaît actuellement un léger effritement, le pouvoir d'achat du minimum vieillesse a progressé de 23% en 4 ans à la suite de mesures en faveur des bas revenus. Depuis très longtemps, les retraites étaient vraiment sous-estimées. Et en fait, les pensions ont été vraiment... Les retraités ont été vraiment les pauvres de la nation pendant des années. Alors, depuis quelques années, en particulier le minimum vieillesse a été fortement remonté. Et on avait atteint ces derniers temps des retraites qui étaient acceptables. Mais il est certain que la conjoncture économique fait que pour tout le monde, le pouvoir d'achat est en baisse. Donc à ce point de vue-là, les retraités, comme les autres, subissent une perte sérieuse du pouvoir d'achat. Cette tendance va-t-elle se poursuivre? Il semble que oui. Du fait du chômage, il y a aujourd'hui moins d'actifs pour financer l'assurance vieillesse par leurs cotisations. Tant que cette situation durera, les 12 à 13 millions de retraités ont peu de chances de voir leurs revenus s'améliorer, à moins que l'on augmente les cotisations. À terme se pose aussi le problème de la baisse de la natalité. 400 kilos d'explosifs ont été retrouvés aujourd'hui au pied d'un pont à Strasbourg. Les policiers qui ont localisé cet explosif enquêtaient sur la mort de Ramon Fritsch, un collectionneur qui avait été déchiqueté par un obus il y a environ 2 mois. Le reportage de FR3 Strasbourg. 170 mm de diamètre, 55 kg, en parfait état de conservation, cet obus de fabrication allemande fait partie des 400 kg d'explosifs retrouvés ce matin sous un pont à quelques dizaines de mètres à peine des hospices civils de Strasbourg, à un endroit où passent tous les jours des milliers de voitures et de camions. Cette trouvaille explosive s'est faite dans le cadre de l'enquête sur l'arsenal découvert à Strasbourg le 29 octobre, mais tout n'a pas été simple. Tout d'abord, il en fallait ce matin du courage pour plonger dans les eaux du Rhin-Tortue, température extérieure -1, température de l'eau 2 degrés. En quelques 2 heures, pompiers et démineurs vont remonter à la surface toutes sortes d'explosifs, un nouvel arsenal, des grenades, des mortiers, des obus. Plusieurs sont encore chargés au gaz dipérite, la plupart sont désamorcés, mais d'autres, après les 2 guerres, n'ont rien perdu de leur puissance de destruction. Pour les enquêteurs, Ramon Fritsch, qui avait été tué par une de ces bombes, se servait de cette rivière comme d'une véritable décharge. Il y déposait depuis plusieurs années tout ce qu'il ne savait pas désamorcer. Partenaire, c'est le nom du film de Claude Dana qui vient de sortir sur les écrans et qui réunit, entre autres, Nicole Garcia et Jean-Pierre Mariel. C'est l'histoire de 2 comédiens, ils sont mari et femme dans la vie. Elle est devenue une actrice célèbre, quant à lui, il n'est plus qu'un acteur de second plan et alcoolique. On assiste pendant tout le film à leur déchirement dans la loge du théâtre d'un boulevard. Voici les premières images du film. Tu ne vas pas jeter ton vieux père à la porte quand même. Laisse-moi tranquille, Gabriel. Allez, Marielle, sois gentil.
Embrasse ton vieux papa. Pour lui montrer que tu ne lui en veux pas. Tu pues l'alcool. Eh oui. Ça m'aide à supporter la platitude de la pièce. Plus je bois, plus je lui trouve des qualités. Je comprends pas pourquoi tu fais tant d'histoires. C'était un petit hoquet de rien du tout, il y a de quoi qu'il a entendu. Moi, oui. Et les 10 premiers rangs. Oui, c'est bien possible. Tu crois que ça va briser ma carrière? Remarque, je suis pas difficile. Tout ce que tu m'obtiens, je le fais. Les vieux cocus. Maintenant, les vieux pères. Alors, je finirai en vieux domestique. Alors Jean-Pierre Marielle, vous avez là un rôle un peu inhabituel pour vous, un rôle dramatique. Comment le ressentez-vous? On peut dire, est-ce un tournant de votre carrière? Et comment le ressentez-vous surtout? Vous savez, quand on dit qu'on est à un tournant de sa carrière, on n'est jamais à un tournant. Je veux dire qu'un tournant, c'est toujours surprenant. Enfin, j'en sais rien, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que c'est rare de jouer des très très beaux rôles au cinéma. Et ça, c'est un très beau rôle dans une très belle histoire. Et en plus, avec une partenaire qui je m'entends particulièrement bien. J'avais déjà joué avec elle dans Les Capricieux, un film qui a été fait pour la télévision, un film de Michel Deville. Et ça a été pour nous une grande joie de tourner dans ce film, qui est une très bon scénario. Il y a un côté tout à fait pathétique dans votre rôle. Oui. Tout à fait. Oui, pathétique, douloureux, sarcastique. C'est un rôle riche. Mais c'est un rôle de ringard. Est-ce que c'est difficile de jouer le rôle d'un ringard, d'un comédien Les ringards, généralement, ce sont les bons rôles. Hein. C'est pas intéressant de jouer un acteur qui réussit, qui est en pleine possession de ses moyens. C'est justement de jouer un personnage un petit peu difficile, comme ça. C'est ça qui est passionnant pour un acteur. Puis à un moment donné, vous dites que pour jouer un alcoolique, il faut être sobre. Alors pour jouer un ringard, il faut être un bon acteur. Bah, probablement, oui. Alors ce couple vit un drame familial, on ne va pas dire lequel, on laisse le découvrir aux spectateurs, mais le film évoque aussi l'attitude des comédiens face aux problèmes de la vie, aux problèmes quotidiens. Et vous accusez votre partenaire, votre femme, d'être toujours en représentation. Est-ce que ça ne guette pas tous les comédiens, ça ? Bah oui, c'est possible, surtout dès le moment où on vit en couple, hein, quand on travaille en couple, et en plus au théâtre, où la vie, la fiction, la réalité, tout ça sont étroitement mêlés, il n'y a pas de doute que c'est un reproche qu'on peut évoquer ce genre de choses, ça c'est certain, mais je ne pense pas que les acteurs mélangent tellement leur vie Non, mais en tout cas, face à ce drame qui est arrivé dans leur vie, là, dans ce cas précis, ils ne réagissent pas de la même façon. Certainement, d'autant qu'elle est une grande actrice qui a réussi, et lui est resté au second plan, et il en éprouve certainement une sorte de rancœur, ce qui explique, si vous voulez, certaines tensions qui existent entre eux, en plus de ce secret qui les étouffe l'un et l'autre. C'est une espèce de huis clos, tout le film se passe dans la loge. Est-ce que c'est difficile de jouer comme ça, dans cette espèce d'univers enfermé? Non, parce que en fait, c'est le théâtre. Le théâtre, là, dans le théâtre, il y a tous les personnages du théâtre. Il y a l'auteur, il y a le concierge que joue Galabru, il y a l'auteur que joue Duchossois. Tout ça aère un petit peu, si vous voulez, cette espèce de tension qu'il y a entre ces deux personnages et nous fait pénétrer un peu dans la vie un peu cocasse, burlesque qui peut exister dans les coulisses d'un théâtre. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous avez déclaré à nos confrères de Télérama que vous vous sentiez un amateur. Alors j'aimerais que vous nous disiez ce qu'est un amateur pour vous. Je ne sais pas, j'ai dit ça parce que je pense que chez les amateurs, il y a toujours une sorte d'enthousiasme, de bonheur de jouer, de travailler, et souvent les professionnels sont un petit peu lassés. Et moi, j'essaye, tout au moins dans les choses que j'entreprends, de retrouver une sorte de fraîcheur à chaque fois. Et c'est pour ça que ce film a été, pour moi et pour Nicole Garcia, je pense, et pour les autres aussi, l'occasion de jouer un thème un peu inhabituel, un peu original, qui tranche avec une certaine habitude du cinéma français actuel. Et je crois que le public ne s'y est pas trompé, et je pense que nous non plus. Jean-Pierre Marielle, je vous remercie. Les policiers américains viennent d'inventer une nouvelle technique pour retrouver les enfants perdus. Cela se passe à Chicago, c'est simple, encore fallait-il y penser, Anne Rongère. Tricia a disparu en 1982 à l'âge de 9 ans.
Pendant un mois, sa photo et celle d'un petit garçon de 4 ans seront reproduites à des milliers d'exemplaires sur des cartons de lait. 2 millions de litres vendus chaque mois sur toute la région de Chicago. Autre initiative similaire, ces portraits diffusés sur des sacs en papier. Récupération d'une bonne cause par des industriels en mal de publicité, sans doute, mais pas seulement. Sur 150 000 enfants qui disparaissent chaque année aux États-Unis, les 2 tiers seraient en fait enlevés par un proche, souvent un parent divorcé. Ce que les policiers espèrent, c'est qu'au hasard d'un supermarché, ils seront touchés par ces milliers de bouteilles à la mer. Sans plus tarder, nous rejoignons Henri Loret pour la météo boursière avec un dollar qui a légèrement baissé depuis son record d'hier. Baissé oui, mais de si peu. En effet, le recul de la monnaie américaine est tout relatif après la journée record d'hier. Le dollar, qui n'est pas trop nerveux ce soir à New York, a clôturé à Paris à 9 francs 69. La bourse de Paris a enregistré un petit coup de froid dans un marché très calme. Il paraît que les affaires sérieuses reprendront lundi prochain. Aujourd'hui, baisse de 0,15% des valeurs françaises. À New York, Wall Street est bien loin de ses records de début 84. Le indice Dow Jones flirte avec le niveau tout symbolique des 1200. Peut-être une légère reprise si les taux d'intérêt ne s'emballent pas. Après les records d'hier, le dollar éprouve apparemment le besoin de souffler. Une explication, le très léger recul de la monnaie américaine serait dû à des prises de bénéfices par tous ceux qui ont tiré parti de la forte hausse d'hier. Ces mêmes opérateurs redoutent par ailleurs une vague d'intervention des banques centrales étrangères qui voudraient protéger leur monnaie. On pense évidemment et surtout à la Bundesbank. Cela dit, les cambistes s'attendent à une nouvelle offensive du dollar dans les prochains jours, à la suite notamment de la publication des chiffres de la masse monétaire que nous n'avons pas encore, mais qui devrait tomber dans une dizaine de minutes. Les résultats du quartet qui se courait cet après-midi à Vincennes, il fallait jouer les 6, 14, 5 et 7, ou bien les 14, 6, 5 et 7. Ces 2 combinaisons gagnantes rapportent dans l'ordre 308 594 francs et dans un ordre différent 25 532 francs, et cela pour 5 francs. Il était bien difficile de circuler ce matin sur la plupart des routes et des autoroutes françaises. La neige qui était tombée durant la nuit avait fait alliance avec le verglas pour faire de la circulation une véritable valse des patineurs. Des poids lourds ont été bloqués, en particulier sur la nationale 20. Des accidents ont entraîné la fermeture de l'autoroute A7 dans la Drôme. Seule la Bretagne a été à peu près épargnée par la neige. La météo pour demain, le temps sera nuageux et des chutes de neige se produiront de la Normandie au Massif central et des Alpes au nord-est du pays. La nuit et la matinée seront froides, attention donc aux chaussées glissantes. Cette nuit, il fera moins 10 à Strasbourg, moins 2 à Paris et 0 à Marseille. Fin de ce journal, demain je vous retrouverai à 22h25. Très bonne soirée à tous. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres que nous avons développés pour vous. Un missile soviétique traverse la Norvège, se perd en Finlande, on le recherche toujours. Vietnam, Hanoï gracie 2 condamnés à mort dont un Français mais reste muet sur le sort des 3 autres. Au Conseil des ministres ce matin, adoption du projet de loi pour mieux exploiter la forêt française.